15 heures sur Télé Djibouti, merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité d'aujourd'hui. La réception provisoire des travaux de construction et d'équipement d'un mini-système d'adduction d'eau potable dans la sous-préfecture de Holhol dans la région d'Ali Sabie. Et le Conseil de sécurité condamne l'attaque israélienne contre le Qatar et réaffirme son soutien à sa souveraineté. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Dans le cadre du programme Brefond, ce renforcement de la résilience de la sécheresse face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, le ministère de l'Agriculture, notamment le ministre Mohamed Ahmed Daawale, accompagné de ses principaux collaborateurs, dont le secrétaire général Ibrahim Elmi, a procédé à la réception provisoire des travaux de construction d'équipements d'un mini-système d'adduction d'eau potable dans la localité de Holhol, située dans la région d'Ali Sabie. Cette infrastructure cruciale vise à améliorer durablement l'accès à l'eau potable et à soutenir les activités agro-pastorales dans cette zone particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique et aux périodes de sécheresse prolongées. À son arrivée à Holhol, le ministre a été chaleureusement accueilli par le sous-préfet Moustapha Hassan ainsi que par le sous-directeur du ministère et le colonel de l'armée de l'école Al-Hajj Hassan Gouled. Les travaux réalisés dans le cadre de ce projet comprennent plusieurs étapes. La construction d'un micro-barrage pour la rétention des eaux de ruissellement et la recharge de la nappe phréatique, le forage d'un puits de 7 mètres de profondeur et de 2,5 mètres de diamètre et l'équipement et la mise en service d'un système de distribution d'eau potable adapté aux besoins des populations agro-éleveuses. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de renforcement de la résilience hydrique et alimentaire des communautés rurales, en particulier celles vivant dans les régions arides ou semi-arides comme Ali Sabie. Cette démarche participative vise à associer les communautés locales à la gestion durable des ressources naturelles et à garantir la pérennité des infrastructures mises en place. Le projet d'AEP de Holhol marque une étape importante dans la mise en œuvre du programme Brefond, soutenu par plusieurs partenaires techniques et financiers, et témoigne de la volonté du gouvernement d'agir concrètement pour faire face aux défis liés à la sécheresse, à la sécurité alimentaire et à l'accès à l'eau. Et suivons à présent les précisions ou l'intervention du ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Daawale. Venu pour rendre visite technique d'un micro-barrage au niveau de Holhol, de l'oued Holhol. Ce micro-barrage a permis de recharger la nappe. En rechargeant la nappe, le puits que vous voyez ici, c'est un ouvrage de captage d'eau de 7 mètres de profondeur avec galerie drainante. Cet ouvrage a de l'eau en permanence. Pourquoi? Parce qu'il y a une recharge de nappe, il y a une adduction de captage d'eau. Cette adduction d'eau potable, cet ouvrage de captage permet de recharger la nappe. Et ensuite, bien entendu, en face de nous, il y a le village de Holhol. L'adduction d'eau potable a été faite par la direction de l'hydraulique rurale dans le cadre d'un projet Brefond. Et ensuite, nous avons fait des bornes fontaines et des abreuvoirs pour les animaux. Ceci, ce n'est pas un niveau de Holhol que nous avons fait, à l'instar des autres ouvrages. Nous les faisons au niveau de Godaouo. C'est pour améliorer les conditions de vie des groupes vulnérables. L'actualité, c'est aussi la rentrée politique à Djibouti qui s'ouvre dans un contexte de stabilité affirmée, mais également de défis persistants et de grandes ambitions. Alors que le pays continue de consolider sa position stratégique dans la Corne de l'Afrique, les priorités du gouvernement pour cette nouvelle année politique sont claires et s'articulent autour de l'agenda Djibouti 2035. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a récemment fixé les lignes directrices pour son gouvernement, insistant sur la nécessité de maintenir la stabilité politique et financière. Ces éléments sont considérés comme les piliers d'une économie forte, inclusive et résiliente
capable de faire face aux chocs exogènes. L'objectif étant de transformer Djibouti en un hub commercial et de logistique majeur pour l'Afrique de l'Est en tirant pleinement parti de son emplacement géographique exceptionnel. Cette nouvelle saison politique sera donc l'occasion de suivre de près comment le gouvernement entend concilier ses ambitions économiques avec les attentes de la population pour construire un avenir prospère pour tous les Djiboutiens. La suite dans ce reportage. Le pays vient de changer de rythme, que cela soit la cacophonie des voitures et les embouteillages, les parents avec les enfants vers l'école, car oui, c'est la rentrée scolaire. Et tout ce qui environne cela a été impulsé. Après la torpeur estivale, c'est la rentrée politique où le gouvernement reprend la parole, trace une feuille de route et redonne au pays le sens de la marche collective. Autrement dit, elle est l'équivalent d'un lever de rideau sur la scène nationale. La rentrée politique ne crée pas le décor, mais elle révèle les acteurs, annonce l'intrigue et donne au public un avant-goût des épreuves et des espérances à venir. Parce que la rentrée politique n'est pas qu'une formalité, elle condense en quelques heures les lignes de force d'une année entière, que cela soit la hiérarchie des priorités, comme la crise climatique, l'urgence sociale, défis régionaux, ambitions diplomatiques. Elle est aussi le signal envoyé aux partenaires extérieurs, investisseurs, institutions internationales et alliés scrutent ces discours pour savoir où se dirige la nation. Alors si on saisit bien, c'est le temps politique qui ne marque pas seulement la reprise des affaires de l'État, elle signifie que l'histoire reprend sa marche, que le pouvoir se remet à écrire sur le parchemin fragile du présent. Et si on va plus loin, la rentrée politique est un carrefour où se rencontrent trois temporalités. Le passé, que l'on convoque pour rappeler les épreuves traversées, les acquis du pays à préserver. Le présent, où l'urgence sociale et climatique presse le pouvoir d'agir. L'avenir, qu'il faut esquisser comme une promesse crédible, mais jamais certaine. Ainsi, chaque rentrée politique est une méditation sur le temps. Elle révèle que gouverner, c'est moins dominer l'instant que tisser ensemble mémoire et horizon. C'est ainsi que la rentrée politique de cette année s'est inscrite. Mais le moment le plus marquant a été le discours présidentiel qui donnait le ton, le cap. Celui prononcé par le chef de l'État s'est inscrit dans cette lignée, mais avec une intensité particulière. Il affirmait l'ambition d'un État sûr de sa vocation et résolu à embrasser l'histoire qui s'est donnée à voir. Cette rentrée politique a marqué un tournant affirmé vers l'Afrique. En assumant la présidence de la Commission de l'Union africaine, Djibouti ne veut plus rester spectateur, mais devenir une conscience du continent. Le discours du chef de l'État s'est distingué par une clarté inhabituelle, notamment sur la Palestine, où Djibouti s'est positionné comme défenseur résolu des opprimés. Au cœur de l'intervention, la vision 2035 a été réaffirmée comme socle stratégique. Modernisation, digitalisation et diversification sont présentés non comme des slogans, mais comme des chantiers concrets déjà engagés. La jeunesse, décrite comme force vive et trésor national, a été placée au centre de cette ambition, avec un accent sur la formation, l'entrepreneuriat et l'innovation. Enfin, la question climatique a été abordée comme un défi à transformer en opportunité par des politiques de résilience et d'adaptation. Alors, en global, ce discours n'a pas été une simple formalité. Il a exprimé une volonté claire, faire de Djibouti un acteur continental, fidèle à ses convictions. Et dans l'actualité également, dans le cadre du suivi des projets d'infrastructures sportives, le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, a effectué une visite de terrain dans la région d'Obok, plus précisément à Korangar, pour constater l'état d'avancement des travaux de la plateforme sportive en cours de réalisation. Accompagné de plusieurs hauts responsables de son département, le secrétaire d'État a été accueilli par le sous-préfet Mohamed Ali Omar et président du conseil régional Fatoum Hamad, ainsi que le notable et cadre de la région d'Obok. Cette noble démarche du numéro 1 du sport, Hassan Mohamed Kamil, traduit la volonté ferme de suivre de près l'exécution des projets publics et d'en garantir l'impact positif sur les populations. Lors d'une intervention, le secrétaire d'État a rappelé que le développement du sport dans les régions demeurait une priorité donc nationale, conformément à la politique générale du chef de l'État qui souhaite que les infrastructures sportives contribuent à renforcer
l'inclusion, la cohésion sociale et l'égalité d'accès au sport. Et dans son intervention, le sous-préfet de Al-Ali Dada a également sous-préfet par intérim de la sous-préfecture de Khorangar a accompagné le secrétaire d'État au sport lors de son déplacement à Khorangar pour inspecter l'état d'avancement de la plateforme sportive de Khorangar. Le sous-préfet a d'abord remercié le secrétaire d'État pour s'être déplacé et constater de visu l'état d'avancement des travaux de la plateforme. C'est une promesse qui se concrétise aujourd'hui, a-t-il indiqué, et nous espérons qu'une plateforme similaire sera prochainement construite à Al-Ali Dada pour l'épanouissement des jeunes de la région. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande de 4, notamment la brigade des douanes de PK51 en étroite collaboration avec les gendarmes de la brigade routière du PK51 a intercepté une importante quantité de contrebande dans la localité de Courtimale, notamment au PK51. Lors de cette opération, 49 colis de 4 ont été saisis, représentant une valeur marchande estimée à plus de 3 millions de nos francs. Conformément aux procédures en vigueur, la marchandise saisie a été immédiatement détruite par la brigade de douane du PK51 et de la gendarmerie. L'opération a été supervisée par le chef de la division régionale des douanes d'Arta, Yahya Moussa. Il est essentiel de souligner que la contrebande représente un sérieux obstacle au développement économique de notre nation. Chaque citoyen a donc un rôle à jouer dans la lutte contre ce commerce illicite. Dans l'actualité régionale à présent, l'Éthiopie a inauguré cette semaine le plus grand barrage d'Afrique au cours d'une cérémonie officielle organisée dans la capitale Addis Abeba. Conçu pour stimuler l'économie, le barrage de la Grande Renaissance permettra entre autres de mettre fin aux fréquentes pannes d'électricité. La construction de près de 5 milliards de dollars produira plus de 5000 mégawatts et devrait doubler la capacité nationale de production d'électricité selon les autorités qui espèrent soutenir ainsi le développement des véhicules électriques après avoir interdit l'importation de véhicules à essence. Le méga barrage est situé sur un affluent du Nil dans le nord-est du pays, près de la frontière avec le Soudan. Et le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, a déclaré lors de l'inauguration que le barrage était une grande réalisation qui montrerait au monde ce que les Africains sont capables d'accomplir. Des dizaines de chefs d'État et de gouvernement africains étaient présents à l'événement et nombre d'entre eux ont manifesté leur intérêt pour l'importation d'électricité en provenance d'Éthiopie. Nous restons dans la région. Les dirigeants africains et les militants pour le climat ont appelé à un changement radical dans le financement mondial de la lutte contre le changement climatique, exhortant le monde à traiter l'Afrique non pas comme une victime du changement climatique, mais comme un partenaire stratégique pour l'investissement. Réunis cette semaine également à Addis Abeba lors du 2e sommet africain sur le climat, des dizaines de chefs d'État et de représentants du gouvernement ont souligné l'urgence de mobiliser des ressources pour financer des projets d'adaptation et d'énergie renouvelable à travers le continent. Le Premier ministre éthiopien a ouvert le sommet en appelant à remplacer l'aide climatique par des investissements climatiques, soulignant que la résilience et le potentiel de l'Afrique en matière d'énergie renouvelable offrent d'immenses opportunités. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a souligné la nécessité d'une approche équitable face à la crise climatique
climatique, la vulnérabilité de nos pays membres face au changement climatique, au fardeau de la dette et aux inégalités structurelles de l'architecture financière internationale doit être corrigée par la justice climatique. Nous avons besoin, a-t-il indiqué, d'une véritable coopération pour la mise en œuvre du plan d'adaptation de notre continent en fournissant des ressources financières, des technologies et une expertise. L'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, tiendra une réunion régionale de haut niveau dans la salle Haile Grant à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, du 7 au 9 septembre 2025, afin d'entériner la création du centre de l'IGAD pour les engrais et la santé des sols. Cette initiative constitue une étape cruciale pour lutter contre la dégradation des sols, renforcer la productivité agricole et garantir la sécurité alimentaire dans les pays de l'IGAD. Tout cela en offrant une plateforme régionale d'échange de connaissances, de coordination des politiques et d'adoption de pratiques durables de gestion des sols. En nouvelles du monde à présent, le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné lors d'une session extraordinaire tenue à New York l'attaque israélienne contre la capitale qatari Doha, affirmant son soutien total à la souveraineté du Qatar et à son rôle clé dans les efforts de médiation pour mettre fin à la guerre à Gaza. Dans une déclaration adoptée à l'unanimité par ses 15 membres, le Conseil a exprimé son profond regret pour les victimes civiles et souligne l'importance de stopper l'escalade ainsi que de protéger les initiatives diplomatiques en cours dans la région. Israël, avant bombardé des locaux résidentiels du mouvement de résistance palestinien Hamas à Doha, causant la mort de 5 Palestiniens et d'un membre de sécurité intérieure qatari, ce qui a suscité une vague massive de condamnations arabes et internationales. Au 707e jour de la guerre d'extermination à Gaza, l'occupation israélienne a poursuivi ses bombardements intensifs, provoquant de nouveaux massacres. Une source de l'hôpital Al-Shifa a indiqué que 14 Palestiniens ont été tués dans une frappe israélienne visant une maison dans la zone d'Al-Tawam, au nord de la ville de Gaza. Ces nouvelles victimes surviennent après une journée sanglante qui avait coûté la vie à 53 Palestiniens, dont 31 dans la ville de Gaza et 15 parmi les personnes en attente d'aide humanitaire. L'UNICEF a mis en garde contre l'aggravation sans précédent de la malnutrition infantile à Gaza. Les derniers examens révèlent qu'un enfant sur 5 souffre de malnutrition aiguë alors que l'offensive militaire sur la ville de Gaza s'intensifie. Le taux de malnutrition infantile enregistré en août a par ailleurs dépassé le record établi en juillet. Direction Syracuse, hier, une centaine de militants italiens se sont préparés à prendre le large pour rejoindre la flottille Soumoud internationale en route vers la bande de Gaza. Le groupe italien doit rejoindre la flottille principale partie de Barcelone et actuellement à Tunis dans sa tentative de livrer des vivres et du matériel médical à la population civile de l'enclave assiégée. La semaine dernière, la première ministre italienne Giorgia Meloni a réagi face aux menaces évoquées par le ministre israélien de la Sécurité nationale qui prévoit de sanctionner les participants et de saisir les navires. Et enfin, le programme alimentaire mondial, le PAM des Nations Unies, annonce que 466 millions d'enfants dans le monde reçoivent aujourd'hui des repas scolaires, soit le plus vaste programme d'aide alimentaire destiné aux enfants à l'échelle mondiale. Par rapport à 2020, 80 millions d'enfants supplémentaires ont désormais accès à ces repas, marquant une progression de 20% en 4 ans. L'Afrique est le continent le plus impacté, avec 20 millions d'enfants supplémentaires touchés. Pour de nombreux élèves, ces repas représentent souvent la seule source fiable de nutrition. Le programme alimentaire mondial ambitionne de toucher encore plus d'enfants d'ici 2030. Fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.